Jean-Pierre Moreau, vous êtes entré après le bac dans la vie active. Vous êtes aussi beaucoup investi dans le monde associatif et militant. À 35 ans, vous obtenez un diplôme d'ingénieur. Vous avez découvert la philosophie il y a une douzaine d'années, ce qui est très, très tard, on va dire, grâce à la lecture des œuvres de Michel Onfray. Aujourd'hui retraité, ce qui est un très beau métier, vous vous définissez comme un philosophe autodidacte, pratiquant, et vous continuez d'agir dans le domaine social et culturel pour que l'humanité puisse encore durer quelque temps. Ça, c'est le vœu pieux de chacun. Vous dites que depuis plusieurs décennies, les lois les plus élémentaires de la nature ou du vivre ensemble sont bafouées pour privilégier le confort et le profit de quelques individus, et qu'il devient plus qu'urgent de reprendre des choses en main et de repenser les bases de la société pour inverser cette terrible tendance. Et donc, vous avez souhaité y réfléchir, mais pas seul. Vous avez réfléchi à cela aux côtés de Rose Motam, une humaniste engagée dont vous allez nous parler. Et cet ouvrage est donc le fruit de vos échanges passionnés, de vos débats, centrés sur le façonnement d'une société idéale, altruiste, écologique et non violente, qui interroge également à la lumière de l'actualité les tenants et les aboutissants du concept d'utopie cher à Thomas More. Alors, Jean-Pierre Moreau, j'ai lu votre livre et je l'ai trouvé très intéressant, mais parfois, il me semble compliqué d'arriver à l'ensemble des moyens que vous souhaitez mettre en œuvre, justement parce que cela demande un grand sacrifice à la population qui a mis, elle, tant d'années à gagner ce qu'elle a gagné. Mais on va décortiquer un petit peu tout ça ensemble. Racontez-nous un petit peu ce que vous proposez à la société pour qu'elle change. D'abord, bonjour de nouveau. Bonjour madame. Eh bien, le sacrifice, je pense que c'est pas exactement ça, c'est au contraire refuser de se laisser sacrifier sur, on va dire, l'autel à la fois du capitalisme et puis de sa création qui sont tous les dérèglements climatiques, les pollutions, etc. Dans mon livre, j'indique qu'il y a deux menaces très fortes contre l'humanité. C'est pour ça que je dis qu'on est probablement à la fin de l'humanité. Je ne suis pas le seul d'ailleurs, il y a énormément de scientifiques, de penseurs, de philosophes, de chercheurs. Un triste constat qu'on est en train de faire. Voilà, un triste constat. On axe surtout les choses maintenant sur la pollution. On a eu encore cette semaine des épisodes assez graves de pollution aux particules fines. Notamment à Grenoble, qui n'est pas si loin de chez nous. Pas très loin de chez nous. Et sur la route, on a dégusté, on avait les yeux qui piquent dans la voiture, etc. Donc deux menaces. Et en fait, s'il y a un sacrifice, c'est là que ça se trouve. C'est-à-dire que si on n'inverse pas la tendance, le cours des choses et ce qu'on cherche à nous imposer, c'est sûr que l'humanité sera sacrifiée complètement. Peut-être quelques-uns s'en sortiront dans des bunkers, je ne sais quoi, mais voilà. C'est pas la vie rêvée. Hein. C'est pas la vie rêvée. Mais j'ai eu quand même l'impression dans ce livre qu'on cherchait à recréer quelque part une société plus propre, plus solidaire, plus sociale. Alors, certains diront que c'est un peu utopique, mais en même temps, si on n'a pas d'utopie, on n'avance pas dans la vie non plus. Donc je pense que ça va être le parcours qui va être semé un petit peu comme le petit pousset avec ses petits cailloux et qui va finir par peut-être, je l'espère, arriver à un dénouement heureux. Oui, alors il y a effectivement dans mon livre, il y a deux parties importantes. Il y a l'état des lieux, la situation que nous vivons, qui s'aggrave de jour en jour pour toutes les populations de la surface du monde. Et puis, il y a une deuxième partie qui est la description d'une nouvelle utopie. J'ai constitué cette vision, ce rêve, à partir du travail de Thomas More, qui a 500 ans. Et il y a 500 ans, lui voyait déjà les choses en grand. En gros, vous nous dites qu'on n'a rien inventé. Je ne pense pas avoir inventé grand-chose, mais simplement remis et recollecté les choses dans notre 21e siècle. Thomas More, par exemple, et ça c'est l'exemple qu'on peut retenir très facilement, il se plaignait déjà donc en 1516 des injustices et il souhaitait que le royaume d'Angleterre devienne un peu plus humain, qu'on arrête de pendre les vagabonds simplement parce qu'ils étaient vagabonds,
alors que de l'autre côté, il y avait des richesses qui s'accumulaient dans des proportions beaucoup moindres que maintenant. On a la mémoire courte, finalement. On a la mémoire courte. Et donc, pour lui, la clé de tout ça, c'était de partager. Et partager les biens, partager les ressources, partager le travail. Et sur le travail, il proposait la semaine de 36 heures, donc, en 1516. C'est quand même assez étonnant. Quand on lit son travail, on voit aussi qu'il était très soucieux de l'écologie. Évidemment, ça ne s'appelait pas écologie, mais il le voyait, il avait une vue de l'urbanisation qui était avec des maisons ouvertes des deux côtés, bien orientées au soleil, des toitures qui étaient avec une épaisseur importante pour se protéger des intempéries et du feu. Il était très respectueux de la nature. Il avait aussi beaucoup de soucis. Il était très attentif à la santé des gens. Les hôpitaux, c'était déjà une petite ville dans la ville pour lui. Il envisageait la paix en achetant finalement, plutôt qu'en faisant la guerre, en achetant ses ennemis, ce qui était pas mal, puisque lui, il disait que le fer et le bois avaient plus de valeur que l'or et les pierreries. Et donc les pierreries, on pouvait les donner aux autres. Bien sûr. Comme ça, on arrivait à avoir la paix. Donc il fallait pour moi essayer de retraduire 500 ans après ce que More avait voulu nous dire. On en a besoin parce que non seulement le système économique est défaillant, mais aussi notre système politique. Et More proposait aussi une autre organisation politique. Lui qui était chancelier du roi Henri VIII, il décrit l'utopie comme la République idéale. Donc ça, c'est quand même très osé à son époque. Vous avez donc ensuite, en partant de Moore, vous êtes parti de cette réflexion avec Rose Motham que vous avez rencontrée. Qui est Rose Motham ? Alors, Rose Motham, qui est Rose Motham ? C'est exactement le titre du chapitre 2 de la première partie. Donc, je laisserai le lecteur découvrir cette personne et aller jusqu'au bout du livre pour se faire une opinion de cette personne. Donc c'est avec elle que vous avez eu cette réflexion Voilà. En tout cas, ça permet, dans le livre, d'introduire un dialogue, ce qui permet d'être à la fois plus léger dans l'écriture et aussi d'introduire des nuances. Alors moi j'ai bien aimé justement ce côté dialogue et échange de points de vue dans le livre. C'est ce qui m'a amené jusqu'à la fin du livre parce que je trouvais très intéressant vos contradictions, vos réflexions, etc. Ouais. Voilà, donc ça permet, parce que c'est un livre, c'est un essai philosophique, donc c'est fait pour réfléchir et ça permet justement déjà en introduisant des nuances dans le texte, ça permet au lecteur de lui-même s'ouvrir des portes sur le même thème, une ou deux, voire plusieurs portes de réflexion. Et pour moi, c'est un aspect important des choses. Dans la philosophie, il faut que les philosophies soient praticables. Et pour qu'elles soient praticables, il faut qu'elles soient compréhensibles. Tout à fait. Et à partir de ce moment-là, ça donne à la fois une façon d'être, une façon de s'exprimer qui veut que tout le monde puisse comprendre et tout le monde puisse participer à la réflexion avec son bagage et son expérience personnelle. Donc déjà là, on reconnaît qu'il y a un souci dans notre société puisqu'on voit qu'on est en train de nous diminuer les heures de philosophie à l'école, ce qui ne va pas engendrer des jeunes qui sont à même de pouvoir réfléchir par eux-mêmes et se faire leur opinion. Ça, c'était une petite aparté. Voilà, mais vous avez raison parce que, en fait, des citoyens qui réfléchissent, c'est peut-être pas la meilleure marchandise pour notre société capitaliste. À la fois, le système a besoin de gens qui travaillent, si possible sans les payer. Oui, le rêve du capitalisme, c'est de retourner à une sorte d'esclavage. Mais il faut quand même remarquer que les esclaves autrefois étaient nourris et logés par leur maître. Maintenant, c'est plus le cas. Ah, les esclaves doivent se nourrir, ils doivent se loger. En plus, ils doivent travailler à mon compte. Et donc, on n'est pas forcément dans le bon sens de ce point de vue-là. Par rapport aux enfants, aux enfants comme aux adultes d'ailleurs, effectivement, la philosophie n'est pas suffisamment enseignée, pas suffisamment tôt, pas suffisamment en durée, je crois. Et puis, il y a aussi un versant qui est de faire croire aux gens qui ne sont pas capables de penser. Oui. Combien de fois on entend
à propos d'une nouvelle quelconque, oh mais ils nous prennent pour des imbéciles. Hein, alors, c'est un peu vrai aussi, ils nous prennent pour des imbéciles. C'est pas faux, mais en même temps, il faut avoir le courage de dire, mais non, je comprends. Je suis capable de penser par moi-même et d'analyser ce que vous me dites. Tout à fait. Alors, je m'occupe avec quelques amis d'une association qui s'appelle Philo et Partage à Saint-Alban-de-Roche. Et tous les mois, on fait un débat ouvert au public, sans restriction, sans contrainte, avec des thèmes très variés. Et on peut se rendre compte que tout le monde est capable de penser. Tout le monde est capable de réfléchir sur des sujets parfois graves. Et dans notre société, disons, on va dire, les pouvoirs publics, les autorités, je ne sais pas comment on va dire, ce sont des choses qu'elles n'aiment pas beaucoup. Non, de toute façon, diviser pour mieux régner. Quand on ne pense pas, on n'a pas besoin de réfléchir à ce qu'on est en train de nous faire vivre, en fait. Voilà. C'est un peu l'intérêt. Et donc, dans ce livre, effectivement, vous traitez... en fait, vous décortiquez vraiment du début à la fin la façon dont on peut changer la société. Et Rose Motam parlait notamment, à un moment donné, d'une société qui avait déjà été construite. Et très bizarrement, j'ai regardé une émission l'autre jour qui me parlait d'une ville en Inde. Alors, dans le livre, on ne sait toujours pas où est cette ville, on ne sait toujours pas, elle ne veut pas nous la situer géographiquement, vous non plus, on suppose que. Et bizarrement, j'ai vu cette émission qui parlait d'une ville utopie en Inde. Alors, c'est peut-être pas celle-ci, mais en tous les cas, ça y ressemble très étrangement. Et dans cette ville, justement, on essayait de mettre un petit peu en œuvre le concept dont Rose parle. Alors, évidemment, c'est pas le même, mais bon, en tous les cas, ça tend à aller vers ça. Et on voyait malheureusement que c'était quand même très compliqué pour eux. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Alors, il y a finalement énormément d'expériences qui se font, et ça, c'est un atout pour l'avenir. Un bon signe d'expériences à travers le monde, un peu partout, de partage, de mise en commun. Alors, on parle dans le livre d'abolition de la propriété, hein, c'est une référence clé. On ne parle pas des appropriations des moyens de production comme Marx, ou on ne parle pas de la propriété privée, on parle de la propriété, point final. Parce qu'à un moment donné, j'ai eu aussi, pareil, je me suis fait une réflexion, parce que ça a été vraiment, votre livre a été pour moi sujet de réflexion permanente tout au long de la première page à la dernière page. Et à un moment donné, je me disais, mais on est chez Marx, là. On vit. Ça me faisait penser un peu au système russe, hein, qui, en soi, au demeurant, a un côté qui est très bien, c'est-à-dire qu'on crée pour que les enfants soient toujours divertis et intellectuellement puissent tout accéder. On a un pseudo-partage des richesses. Enfin, je parle dans l'idée générale, hein, pas dans ce qui a été appliqué. Et donc, du coup, c'est vrai que c'était assez sensiblement pareil, je trouvais, par rapport à ça. Ouais, alors, sauf qu'on voit qu'ils ont dérapé, eux. Voilà, alors eux, ils ont complètement dérapé parce qu'ils ont, à mon avis, oublié une chose essentielle qui est la liberté et la démocratie, deux choses essentielles. Et puis, ils gardaient quand même la notion de propriété publique. Ce qui est un peu différent dans mon livre, c'est que là, on ne parle plus de propriété du tout. Évidemment, c'est un concept énorme, difficile à attraper, mais si on veut raisonner avec cette perspective, on voit que ça ouvre énormément de chemins pour transformer les choses et arriver à supprimer les causes je veux dire, de la misère du monde actuellement, qui est l'exploitation pour créer du profit qui va uniquement dans la poche de quelques-uns. Et ça, c'est aussi tout un volet du livre qui est cette... alors je donne le mot de pléonex, hein, c'est-à-dire les gens qui ont le désir d'accumuler constamment. On n'en connaît pas dans notre famille parce que c'est tellement petit qu'on ne se rend pas compte, mais les gens qui gagnent des millions et des milliards tous les jours, ils ne veulent pas partager du tout. Ah ben hein. Donc ceux-là, évidemment, c'est pas la peine de leur présenter mon livre, ils ne vont pas vouloir. Non, Par contre, tous ceux qui s'échinent au travail et qui
et qui ont beaucoup de mal à vivre, qui sont malheureux dans leur vie, etc., peuvent le lire, essayer de réfléchir eux-mêmes comment ils pourraient intervenir dans un système comme celui-là, quelles seraient les corrections, les améliorations qu'ils ont en tête, et puis faire les premiers pas pour retourner un petit peu les choses. Je ne crois pas qu'il puisse y avoir de révolution comme on a connu en France ou en Russie ou même aux États-Unis. Par contre, il y a un fil qu'on peut développer, dérouler assez facilement. C'est celui de l'écologie, du respect de la nature et d'essayer de mettre en œuvre toute une série de moyens, individuellement, collectivement, pour inverser la tendance. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est que vous énoncez tout au long de votre livre, par vos réflexions pour tendre à aller vers le mieux pour tous. Moi, je voyage beaucoup, je me déplace pas mal et je vois des catégories très différentes. Et je trouve qu'actuellement, notamment dans la jeunesse, il y a beaucoup de jeunes qui essayent d'aller vers ce que vous énoncez, c'est-à-dire qu'on parle de logements sociaux collaboratifs, on parle d'échanger, par exemple, quand on est dans une copropriété, on achète, la copropriété achète je prends des exemples comme ça, c'est l'exemple de tous les jours, on achète une tondeuse, on achète pour tout le monde et tout le monde s'en sert. En Suisse, il y a très longtemps que dans les HLM, par exemple, on met en bas des machines, des laveries pour tout le monde et du coup, personne n'a sa machine dans sa maison, mais tout le monde peut l'utiliser. Et donc, du coup, je me dis que quand même, après avoir lu votre livre, en regardant vraiment autour de moi, je me dis le monde bouge. Les jeunes ont entendu quand même un certain nombre de choses. On va quand même vers c'est une mini-révolution qui se fait au quotidien et je pense qu'elle se fera uniquement si chacun fait son pas par rapport à ça. Alors c'est tout à fait la vision que j'ai des choses, avec un aspect qui me paraît important, c'est la conscience. La conscience qu'on a de pourquoi on fait ça. Pourquoi on mettrait, par exemple, une tondeuse à gazon pour 4 ou 5 habitants du quartier. Pourquoi on le fait par écologie, oui d'accord, mais pourquoi Mais pourquoi sauver la nature, bon très bien, sauver l'humanité, ok, mais quels sont les autres enjeux? Est-ce que pour soi, on a déjà vraiment besoin Est-ce que c'est suffisant de faire ça? Eh bien non, parce qu'il y a une autre mâchoire à l'étau qui est le système dans lequel on est, système économique et système politique. Parce que je pense aussi faire comprendre à travers mon livre qu'il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit nos institutions qui permettent de sortir du problème dans lequel on est. C'est bien dit, et dans le livre, je le confirme, et je pense que tout le monde en est très conscient, et de plus en plus d'ailleurs. Jean-Pierre Moreau, nous allons arriver à la fin de cet entretien. Je vous remercie d'y avoir participé. Merci. Avant de vous laisser la conclusion, je veux juste dire que vous pouvez courir chercher ce livre, soit à ma petite librairie, ou chez Majolire, ou encore à la FNAC. Vous avez différentes possibilités, ou même auprès de Jean-Pierre Moreau pour avoir ce livre. Édition Jet d'encre. Le titre 500 bougies pour Utopia. Et Jean-Pierre, je vous laisse la conclusion de cet entretien. Eh bien, je vais reprendre la même, ou à peu près, qui est dans mon livre, et qui est malheureusement une histoire vraie, mais qui peut être aussi une sorte de parabole. Je suis donésien de naissance, donc de Nain dans le Nord, et cette ville a été l'une des villes les plus dynamiques de France, avec le charbon et l'acier. Et puis, quand les ressources naturelles, le charbon ont été épuisées, quand l'acier était moins cher à fabriquer ailleurs, paraît-il, tout ça a disparu. Et la misère s'est vraiment abattue sur cette ville. Et quand on dit misère, c'est le quart-monde, hein, même pire que ça, c'est presque le hors-monde. Il y a eu une émission sur France Inter il y a quelque temps où le revenu moyen était de quelques centaines d'euros par habitant et, tenez-vous bien, l'espérance de vie, 58 ans. Je crains que si on n'agit pas très rapidement, cette misère s'étende partout, parce que c'est le principe même du capitalisme. Prendre et s'en aller. Merci Jean-Pierre Moreau. C'est pas une fin heureuse, mais on compte bien sur vous pour faire en sorte que le bonheur arrive. Merci.